Madame, Monsieur, bonsoir. La politique reprend ses droits dans Télescopie ce soir après le terrible attentat qui a frappé Paris en plein cœur vendredi 13, dont le bilan, je vous le rappelle, s'élève à quelques 129 morts et près de 350 blessés. C'est une actualité malheureusement encore bien présente puisqu'aujourd'hui, au moment même où je vous parle, cette fois, si ce n'est pas la France qui a été directement touchée, c'est au Mali, à Bamako, qu'un groupe terroriste, semble-t-il de la branche Al-Qaïda du Maghreb islamique, a opéré une prise d'otage dans un grand hôtel. Un assaut a été mené par les forces maliennes, assisté par les forces françaises. Le bilan serait, au moment où je vous parle, d'une vingtaine de morts. La politique a donc repris ses droits, je vous le disais. Nous sommes à 15 jours, très précisément, du premier tour des élections régionales. Pierre-Édouard Picot, bonsoir. Bonsoir. Nous recevons ce soir M. Victorin Lurel, président sortant, on peut le dire dans les circonstances, président sortant du Conseil régional de Guadeloupe. Victorin Lurel, bonsoir et merci d'être réalisé ce soir. Je me demande s'il est vraiment utile de dresser votre portrait. Mais je vais quand même tenter d'aller à l'essentiel. Un long passé dans la vie publique, comme vous le dites vous-même, avec au départ des échecs, ensuite des succès, et pas des moindres. Je rappellerai, pour aller vite, que vous avez été maire de Vieux-Habitants, puis député, vous l'êtes encore d'ailleurs. En 2004, vous êtes élu à la tête de la région, puis réélu en 2010 dès le premier tour. Vous avez été ministre des Outre-mer, et puis vous êtes revenu à la tête de la région. Aujourd'hui, on sait pourquoi. Vous voilà donc briguant un nouveau mandat. Vos adversaires ne manquent pas de vous rappeler que vous aviez dit que vous n'en feriez que 2. Vous nous direz pourquoi vous êtes à nouveau candidat et pourquoi faire. On vous reproche tout à la fois la crise de l'eau, le chômage, l'échec du transport public de personnes. Vous nous donnerez votre analyse sur ces différents dossiers. Nous aimerions connaître aussi votre sentiment sur cette campagne. Comment la sentez-vous? Êtes-vous confiant? Inquiet? Dans votre bilan, de quoi êtes-vous le plus fier? Qu'avez-vous raté ou moins bien réalisé? Dites-nous aussi pourquoi les Guadeloupéens devraient-ils continuer à vous faire confiance? Et surtout, quelle est à vos yeux la promesse majeure que vous leur faites pour cette nouvelle mandature? Mais tout de suite, Victorin Lurel, dites-nous qu'est-ce qui vous fait encore courir? Alors merci et bonsoir à tous. Vous comprendrez qu'avant de commencer à discuter de nous, de cette campagne, que je sois sensible à ce que je viens. Ce sera le premier thème de l'émission. Une prise d'otage avec 20 morts au Mali, avec intervention des troupes françaises. Ça peut paraître dérisoire, notre campagne, face à une véritable guerre que le terrorisme islamique livre au monde, et en particulier à l'Europe et singulièrement à la France. J'étais récemment au Congrès à Versailles. Je viens d'apprendre que le Sénat a voté conforme, c'est comme ça qu'on dit, le texte adopté en première lecture à l'Assemblée nationale pour proroger l'état d'urgence, ce que j'avais demandé. J'ai ici les réponses du président de la République. Ça a été étendu aux Outre-mer. Alors oui, il faut compatir, il faut de la compassion, de la solidarité à l'égard de celles et de ceux qui sont tombés et qui tombent innocemment pour un Dieu. Je crois qu'aucun Dieu ne peut demander ça. Et donc, avant de commencer, je voulais, si j'ose dire, exprimer un sentiment de compassion, de solidarité et de courage à ceux qui sont en première ligne. Alors, il y a une campagne électorale qui a commencé depuis tantôt. C'est peut-être d'ailleurs la campagne la plus longue que j'aurai endurée, puisque après les cantonales, ça a commencé immédiatement par les déclarations un peu intempestives qu'on a entendues contre Josette Borrell l'incertain, sa belle élection, que celles et ceux qui auraient voté pour elle auraient soif et faim. C'est lourd, difficile à entendre. Et puis, au cours de ces 3 derniers mois, dans cette pré-campagne qui ne portait pas tout à fait son nom, j'ose dire que c'est le degré zéro de l'avancée politique. Mais zéro, hein. On a... Qu'est-ce que vous qualifiez de degré zéro de la... Eh bien, on fait campagne, et il n'y a pas d'idée. On fait campagne sur la longueur des files d'attente,
le nombre de voitures, le nombre de personnes dans une salle ou dans une place publique. Et là, on veut convaincre la population que vous voyez, j'ai du monde, je suis dans l'affaire. Je suis dans l'affaire. Vous êtes plus content quand il y a beaucoup de monde dans bien vos sûr, déplacements psychologiquement c'est important, mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Or, j'attends, moi en tant que sortant, que les challengers présentent quelque chose, présentent un Victorien programme. Lurel, on va y venir. Et là, il y a déjà pas de- rentré dans la campagne, si j'ose dire, mais on va revenir sur les attentats de Paris. On va vous interroger notamment sur la réaction des Guadeloupéens. Réaction qu'on a pu mesurer lundi lorsque cette minute de silence a été respectée, notamment à Pointe-à-Pitre, à la mairie même de Pointe-à-Pitre, et aussi certains Guadeloupéens l'ont respecté même dans la rue. Le reportage d'Anne-Elisabeth Arsène. Il est midi. L'activité s'arrête. Le silence remplace les tâches quotidiennes de la mairie de Pointe-à-Pitre le temps d'une minute. Minute à l'issue de laquelle le maire donne la parole à ses employés, comme à cette femme dont la fille est passée devant le Bataclan 5 minutes avant les fusillades et dont le frère aussi se trouvait au Stade de France. Elle n'a pas souhaité s'exprimer devant notre caméra, tant l'émotion est encore palpable 3 jours après les faits. On vous dit merci. De justesse. Une minute de silence plus ou moins respectée dans les rues de Pointe-à-Pitre. J'ai respecté la minute de silence et j'ai même proposé à ma mère qu'on aille mercredi la marche. Je crois qu'il y a une marche à Pointe-à-Pitre. Donc je pense que je serai à Pointe-à-Pitre mercredi. Franchement, je trouve que c'est normal de le faire parce que ça aurait pu être nous comme n'importe qui. Donc voilà. Beaucoup de personnes ont dû le faire aussi, je pense. Et il y en a qui n'ont peut-être pas entendu ou regardé l'heure. Franchement, je ne savais même pas qu'il y avait une minute de silence à faire et j'y ai pas pensé. Mais depuis hier, déjà, on a fait une minute de silence. On n'a pas attendu aujourd'hui. Et puis aujourd'hui, ici, à midi 1, il y a une minute de silence. Pareil, ils ont dit 7h heure d'ici, 12h de la métropole. Ouais, ça a été. On a respecté une minute dans les embouteillages. Des boutiques aux entreprises, en passant par les collectivités et les mairies, dans toute la Guadeloupe, la même union en hommage aux victimes des attentats du vendredi 13 novembre, les plus meurtriers jamais perpétrés sur le sol français. Alors, depuis, ça c'était lundi, il y a eu cette marche silencieuse que vous avez vous-même initiée à Pointe-à-Pitre, qui s'est achevée au Memorial Act. Il y a eu aussi ce moment de recueillement, notamment sur le parvis du lycée des droits de l'homme à Petit-Bourg, initié cette fois par un certain Harry Chalus, on va y revenir. Globalement, Victorien Lurel, sans langue de bois, qu'avez-vous pensé de la réaction de la mobilisation des Guadeloupéens face à ce drame ? Je l'ai trouvé, moi, à la hauteur de la tragédie, digne, sobre, solennel, recueilli. Je l'ai vu pendant la grande marche, où il y avait apparemment plus de 2000 personnes, concluant au Memorial Act. C'est symbolique. Il y a eu un parcours tout à fait symbolique, le parvis de la mairie. Vous voyez, on emploie un terme religieux, le parvis, où on mélange profane et sacré, les rues. J'ai envie de dire que vous aimez beaucoup ce mélange du Oui, laïcisme on pourrait, et du religieux. On pourra en parler si vous voulez, mais c'est vrai que c'est symbolique, parce que c'est au nom d'un certain Dieu qu'on fait ça. Et donc il faut bien montrer que le sacré, c'est pas ça. Et qu'un envoyé de Dieu, ou celui qui parle en tant que messie ou prophète, ne peut pas faire ça. Et il faut s'en garder ici, hein. Avec une minute de silence devant la sous-préfecture, symbole de la présence de l'État, de l'autorité de l'État, et puis le Memorial Act, qui porte bien son nom, la mémoire, avec une place de la commémoration, avec un très beau chant, le cœur des esclaves de Nabucco, fait par Carole Venutolo. C'était simple, digne. Les politiques ne se sont pas ingérés dans l'affaire, sauf le maire de Pointe-à-Pitre, bien entendu, qui reçoit, et puis le président du Memorial Act, et puis bien entendu le préfet de région. J'ai trouvé ça digne. Alors, certains ne sont pas venus, bon, c'est pas grave. Moi, j'ai été la veille à ce qui a été fait à Petit-Bourg. C'est ma question. Vous étiez la veille à ce moment de recueillement initié, on peut le dire, par Harry Chalus. Est-ce que vous êtes allé... alors, pour ne pas donner le sentiment qu'on était en ordre dispersé devant un drame et qu'il y avait tentative de récupération politique. Vous avez vous-même d'abord annoncé la marche,
Et presque au même moment, M. Chalus, qui est votre adversaire principal à ces élections, a annoncé, lui, ce qui pourrait ressembler à une contre-manifestation. Alors, chacun est libre de son interprétation. Moi, je n'ai pas voulu diviser. J'ai appelé Laurent Bernier, ou en tout cas Teddy Marie, qui est son directeur de campagne, qui m'avait demandé de venir dans ce que faisait Laurent Bernier. Je lui ai dit, je suis prêt à venir, et à quelle heure? Et que par ailleurs, Henri Chalus a organisé cette veillée dans un lycée régional de la région. Il fallait l'accord d'ailleurs du président de région, du proviseur et du recteur. Et donc ça a été fait. Je suis resté jusqu'au bout pour bien montrer l'unité. Pas de récupération, surtout pas dans ces conditions-là et lors de ces événements-là. On ne fait pas ça. Moi, j'ai été au bout de ce que j'ai décidé de faire. Il y a mort pour des idées, pour une façon d'être au monde, une culture, une civilisation, un mode d'être, un vivre ensemble. J'étais au bout. Et je n'ai pas regardé que c'est tel ou tel qui a fait. On va au bout pour ses idées. Question Pierre-Édouard Picard. Et sur la marche elle-même, est-ce que il y avait un message particulier à faire circuler auprès de la population? Je veux dire, est-ce qu'il faut préparer cette population à plus de solidarité, peut-être leur dire ça peut arriver ici aussi? C'était quoi le vrai message? C'est d'abord quand nous sommes des hommes et des femmes, l'humanité. Et je crois que c'est Obama qui a dit c'est pas la France qui est attaquée, c'est l'humanité qui est attaquée. Nous appartenons au monde, nous sommes au monde et nous avons notre façon d'être au monde. Nous appartenons à une république qui est attaquée, la nation est attaquée. On ne peut pas rester sincèrement indifférent à ça. Et au-delà de ces appartenances, nous sommes hommes, nous sommes femmes. Des gens qui pleurent ailleurs, on ne peut pas rester insensible. On l'avait fait à l'époque, en 2001, lorsqu'il y a eu le 11 septembre aux États-Unis. On n'est pas resté indifférent à ça. Parce que pourquoi ? On se bat pour des idées. On meurt pour des idées. Et les idées et les mots sont parfois des armes terribles. On n'emploie pas n'importe quel mot. Un mot, c'est une balle de fusil, parfois dressée contre votre temple. Et donc, il faut faire attention à ça, de dire qu'une démocratie, parfois, autorise tout, mais il faut savoir raison garder. Et que lorsqu'on marche comme ça pour pleurer des morts, on défend en même temps des idées. On envoie à l'adversaire, voire aux ennemis, il faut bien employer le mot, que nous restons debout, que nous défendons ces idées. Et c'est le chanteur qui disait mourir pour des idées, mais de mort lente. D'accord. Bon, très bien, mais Georges pour ça, Brassens. Pour ça, nos ancêtres sont tombés. Et c'est pourquoi j'ai été content que toute la Guadeloupe, sauf quelques-uns, se sont rendus au Memorial Act pour dire, en communion avec ceux-là, il y a très longtemps, il y a aujourd'hui des hommes et des femmes qui, par leur seule façon d'être dans la démocratie, dans la liberté, dans la fraternité, qui meurent toujours. Et donc c'est une idée neuve que de se battre pour ces idées. Alors, par-delà les moments de compassion, de recueillement, il y a la politique, il y a des actes, des actions, la politique même de la France. D'abord, concernant directement l'Outre-mer, dans un premier temps, Georges Paul-Langevin, ministre des Outre-mer, qui vous a succédé à ce poste, n'a pas jugé utile que l'état d'urgence soit étendu à tout l'Outre-mer, et 2 ou 3 jours plus tard, cet état d'urgence. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Je peux vous dire ce qui s'est passé parce que... Vous faites les questions, mais j'attends surtout les réponses. J'étais un peu dans la boucle puisque j'ai eu un échange avec le président de la République, avec Matignon, avec Georges Paul-Langevin, avec les autorités de la République. Et j'ai leur réponse. Dans un premier temps, le texte 55 ne s'applique pas aux Outre-mer. Ça, on dit très bien la métropole, si vous lisez... Il a d'ailleurs fallu faire un autre décret. Exactement. Ça ne s'applique pas aux Outre-mer. Ça avait été pris, vous le savez, pendant la guerre d'Algérie. Et donc ça s'appliquait aux Outre-mer. Il y a d'autres textes, notamment pour la Nouvelle-Calédonie ou pour la Polynésie. Et on avait dit au début, on le fera lors de la prorogation.
en même temps, on va modifier le texte. C'est ce qui a été fait en première lecture et qui vient d'être adopté par le Sénat. Et donc la demande a été faite, d'autres députés l'ont demandé, surtout à la Réunion. Et puis il y a ici des syndicalistes. Alors précisément, vous nous expliquez le contour institutionnel de l'affaire. Les Guadeloupéens se posent la question, est-ce que c'est nécessaire? Qu'est-ce qui le justifie? Est-ce qu'en fait, quand on entend notamment la réaction des policiers, est-ce qu'on n'en a pas profité pour que ça soit accompagné d'une demande de renfort supplémentaire? Alors, c'était ça le point de vue de la ministre en disant on va faire l'extension de cet état d'urgence en l'état. Nous-mêmes, et j'ose dire devant vous, que chacun fait son travail, mais j'ai obtenu qu'il y ait 40 gendarmes supplémentaires ici. Et qu'on a une nouvelle doctrine de l'emploi des forces. C'est comme ça que ça se dit, avec une coordination faite par le préfet de région entre le colonel de gendarmerie et le DDSP, le directeur départemental de la sécurité publique. Donc une autre façon, notamment dans la ZSP, donc il y a BMAO, Pointe-à-Pitre, les abîmes, pour utiliser plus efficacement en dissuasion, en répression et en prévention. Donc ça c'est fait. On nous a demandé, et c'était une montée au nom de l'égalité, et celui qui vous parle est chargé d'une mission précisément sur l'égalité, de dire, si on l'a fait en métropole, on ne comprendra pas que sur ce principe-là, celui de l'égalité, que nous ne l'ayons pas étendu. Alors, pourquoi? Il y a, quoi qu'on en dise, des risques dans les Outre-mer, en Guadeloupe et en Martinique, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy. Il y a des risques. On connaît, moi j'étais ministre, on connaît un peu les circuits de l'Irak, de la Syrie, etc. Ça peut aller à Moscou, ça peut aller au Venezuela, ça peut aller à Cuba, ça peut aller au Panama, entrer soit à la Dominique, à Antigua ou à Saint-Martin, ça peut. Donc il y a une vigilance, et je peux vous dire, les forces de sécurité font leur travail. On sait. Je ne suis plus à ces responsabilités-là. Je peux vous dire que l'on sait. Le travail est fait. On ne peut pas tout dire, mais le travail est fait. Et c'est la raison pour laquelle... Oui. Allez, terminez, monsieur Liret. Non, mais je vais embrayer sur autre chose pour dire, la notion de sécurité, elle est importante. Vous verrez dans la première page de ce programme. La première page, c'est marqué sécurité, parce que j'ai été critiqué très lourdement sur cette affaire. Nous avons, c'est vrai, après discussion avec les services de l'État, la majorité régionale dit c'est une urgence. Il faut donc aider la police à faire son travail. Nous avons mis à la disposition de la police nationale 10 voitures avec du carburant pendant une année. Alors j'ai été critiqué. J'ai entendu M. Jacques Gillot et M. Chalus dire ils prennent l'argent de la région pour aider l'État. Mais j'ai dit que c'est une décision politique. Si j'attends que tout vienne de l'État, je me cache derrière mon pouce, alors que les Guadeloupéens sont en insécurité, je ne suis pas à ma place. Et j'ai dit mieux, et c'est dans le programme, nous aiderons les polices municipales à armer leur police municipale. Les communes à armer leur police municipale. On fera ça. On met des caméras chaque fois que de besoin. À Bémao, j'ai financé la poste de caméra. Au Gosier, j'ai financé la poste de caméra de vidéoprotection. Bon, on peut aller plus loin. On fait la lutte contre la récidive pour les sortants de prison. Vous êtes déjà venu à notre deuxième thème qui sera consacré aux élections régionales. Donc on parlera beaucoup de votre programme, mais aussi de votre bilan, des critiques des uns et des autres. La première question, Pierre-Édouard l'avait sous-entendu tout à l'heure. Pourquoi êtes-vous candidat après avoir vous-même dit que 2 mandats ce serait largement suffisant pour accomplir votre mission et accomplir votre tâche à la tête de la région? Est-ce que ce n'est pas un aveu d'échec que de solliciter un 3e mandat? La réponse risquerait d'être longue, je vais tenter de rassembler. J'ai dit ça il y a 10 ans. Il est vrai, une parole de 10 ans après, elle reste vraie. Mais je l'ai dit il y a 10 ans. Je n'ai pas fait comme un certain député maire qui a dit que je ne quitterai pas ma ville et 15 jours avant l'élection de Borel-l'Incertain m'a juré devant 10 témoins dans un repas que je ne serai pas candidat. Après, j'ai cru comprendre qu'il me fallait mettre Jacques Gillot, comme si ça dépendait de moi seul, président du conseil départemental, et là, il renoncerait.
Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, j'ai dit oui, je n'ai pas dit largement, j'ai dit ça pourrait être suffisant. Et je suis même d'accord, toujours, pour limiter la durée des mandats ou le nombre de mandats successifs que l'on occupe. Aujourd'hui, avec l'expérience, je dirais qu'il faut 3 mandats. Pourquoi ? Je prends un cas qui a été extraordinaire de vérité. Proto a fait 6 ans. Il a énormément fait en 6 ans. Il a fait 7 lycées. La démographie le permettait à l'époque. Il y avait assez d'élèves. Aujourd'hui, la population est stagnante, se tasse. Il y a moins d'élèves. On ne peut plus faire le lycée. J'ai fait un lycée, Port-Louis. Bon, très bien. Mais en 6 ans, il a laissé 721 millions de francs de déficit. En investissement, 711 millions et 10 millions en fonctionnement. Vous pouvez faire en 6 ans ce qu'on doit faire en 12 ans, mais vous coulez la boîte. Les communes aujourd'hui, ne gérant pas les impatiences de leurs administrés, veulent faire vite. Eh bien, vite, ce n'est pas forcément bien. Et donc, il faut savoir étaler. Avec un budget de moins de 600 millions, le département de l'époque de M. Gillot avait plus d'argent que nous. L'État, bien entendu, plus. Les agglos, les communes, plus. Eh bien, on a nous étalé. On n'a pas augmenté les impôts. On n'a pas surendetté. Donc, on a fait des prêts. C'est parce qu'on avait désendetté la région après la catastrophe de 65 millions que j'avais trouvé à mon arrivée. Il a fallu prendre 3 ans pour rétablir ça. Et en même temps, répondre aux demandes de la population. On l'a fait en gérant les impatiences, en étalant, en programmant, et en se projetant dans le futur. Alors, effectivement, donc, vous ne pouvez pas tout faire. Mandat pour, il faut un troisième mandat parce que mon parti me l'a demandé et donc m'a donné une investiture, depuis très tôt d'ailleurs, pour dire, OK, j'accepte. Deuxièmement, parce qu'il y a encore de belles choses à faire ensemble. Et j'ai entendu même une critique, Lurel a fait 260 propositions, pourquoi l'a-t-il pas fait avant ? Eh bien, parce qu'il n'y a pas assez d'argent pour le faire tout et tout de suite. Ceux qui disent ça, c'est parce qu'ils ne savent pas gérer. On a pris 30 ans au Conseil général. Je dis bien 30 ans. Monsieur Larif là, Monsieur Gillot, avec l'intermède du président Lubet. Donc, 28 ans de gestion par Guadeloupe Unie. Et c'est désastreux, au point qu'il y a un déni de réalité. Enfin, apparemment... Vous étiez, il n'y a pas si longtemps, le rallye. Question de Pierre-Édouard Picard. Oui, et c'est peut-être la faute que j'ai commise, de n'avoir pas été assez sévère pour dénoncer. Je l'ai fait à huis clos, et bon Dieu seul sait combien j'aurais dû publiquement. Pierre-Édouard Picard. On l'a fait publiquement quelquefois. Alors, quels sont pour vous les dossiers prioritaires aujourd'hui pour la Guadeloupe? Alors, il faut poursuivre ce qui a été fait. Et s'il y a une priorité des priorités, je le dis toujours, au-delà de ce que la conjoncture peut porter, on le voit, la sécurité, c'est pas la fibre de quelqu'un de gauche, c'est d'abord l'éducation. L'éducation. L'enfant, l'école, le savoir. L'enfant, l'école, le savoir. Et quand je dis le savoir, c'est tout. Depuis la maternelle, peut-être même dans le ventre de la mère, jusqu'à l'université. Et on a un fort problème d'illettrisme. Alors, il y a un très fort problème. J'ai une proposition de dire pas moins de... On ne devrait pas avoir 15% d'illettrés ici. Et c'est tous les sujets, y compris sur le savoir nager. Vous êtes dans une île entourée d'eau, il y a beaucoup de Guadeloupéens qui ne savent pas nager. On a tout ça. On a fait ce travail-là, il ne sera jamais terminé. Jamais. Parce que vous devez le faire tout au long de la vie. Donner une égalité des chances à tous pour réussir. C'est premièrement leur donner une première chance, l'école normale, communale, peut-être privée. Ensuite, depuis la commune jusqu'à l'école communale, jusqu'à l'école, jusqu'à l'université. Mais après, si ce n'est pas votre fibre, si ça n'a pas marché, même si vous êtes intelligent, il faut donner une deuxième chance. On en a fait 3 en Guadeloupe, la seule région de France à avoir, la seule à faire ça, à avoir fait ça. Et puis, ce n'est pas terminé. Si malgré cela, vous échouez ou vous n'avez pas réussi, vous répondez à d'autres critères, eh bien, il faut faire ce qu'on appelle la formation continue des chances. L'école tout au long de la vie. Eh bien, on le fait. C'est vrai, c'est une philosophie qui est social-démocrate. Eh bien, on le fait en Guadeloupe. Est-ce qu'il ne faut pas en une plus, question avant le prochain sujet. Est-ce qu'il ne faut pas en plus, Victorin Lurel, aller au plus près et vérifier un petit peu, évaluer un petit peu le résultat de cette politique? On l'évalue, on a même une inspection interne à la région pour vérifier si ce que nous mettons en face
et au bout d'une période, vous avez les résultats. Il faut constamment s'y reprendre. C'est une évidence. Je crois qu'on a le retour sur investissement, franchement. Avec le rectorat, ça se passe très bien. Avec l'université, vous savez ce qui s'est passé. Bon, finalement, ici, on a fait le job. On a même aidé à rédiger aux côtés du ministère le texte sur l'autonomie. On a les résultats aujourd'hui. Et récemment, j'ai été à l'université avec M. Didier Détouche, qui est d'ailleurs sur ma liste, avec la présidente, Mme Mercier-Caster. On a passé un contrat de 2,6 millions avec promesse de faire comme pour les communes, les fameux C2DT. Là, ce sera un C2DT universitaire. On va y venir sur votre... Donc, pour dire qu'on fera 5 millions sur les 4 ans qui viennent pour donner au pôle universitaire de Guadeloupe les moyens de son expansion. Alors, votre programme que vous êtes en train de préciser, vous l'avez présenté globalement il y a tout juste 8 jours. C'était au Centre culturel Rimini Souta à Pointe-à-Pitre. Mais cette présentation a été quelque peu parasitée, peut-être l'avez-vous fait exprès, par vos propos concernant les médias. Vous en êtes pris un peu à tout le monde en a pris pour son grade, les journalistes, les sondeurs, les politologues, un peu comme si tout le monde était contre Toto. D'abord le reportage de Richard Scott Tamar et on a votre réaction, je le suppose, dans un instant. Le programme de Victorin Lurel se concentre sur 4 axes. Améliorer les conditions de vie des Guadeloupéens, accroître le développement économique et le développement durable, et enfin, le rayonnement de la Guadeloupe à l'international. Je propose à la Guadeloupe une société apaisée, dans la concorde, dans la paix, dans la liberté, dans la tolérance, dans la laïcité, dans la solidarité. Je propose une deuxième chose, que la Guadeloupe garde ses institutions, la stabilité des institutions dans le droit commun de la République, refusant toute aventure ou toute proposition avançant masquée. Victorin Lurel était accompagné de ses principaux soutiens, notamment Éric Jalton, qui a mis l'accent sur la cohésion de son projet pour la Guadeloupe. Il n'y a qu'une candidature parmi les 10 qui, concrètement, n'est plus dans des intentions, c'est concret, les listes sont déposées, les faits sont là, qui rassemble une grande majorité des maires de la Guadeloupe et leur majorité municipale, 23 sous 32, qui a été en mesure de faire signer 31, pratiquement, maires sur 32. Il n'y a que Blémao qui fait de la résistance. Même les 5 maires qui sont avec Charlus ont signé le C2DT qui est dans leur programme. Le candidat Lurel est apparu soucieux du traitement médiatique qui lui est réservé, allant jusqu'à remettre en question l'impartialité de certains journalistes. Il y a une prise de position de la presse que j'estime pas honnête, pas objective, je le dis. Je demande pour qui roule Guadeloupe Première. Il y a 2 journalistes sur la liste de M. Chalus, M. Senneville, M. Nangis, c'est leur droit. Il y a la compagne d'un autre journaliste, M. Pincemaille, qui éditorialise, qui fait des billets d'humeur. Je me demande comment est gérée cette maison. Ce programme apparaît dans la continuité de ceux des 2 premiers mandats que le président sortant a présenté ce matin. Alors, on vous entend presque donner la réponse à votre critique. Il y a 2 journalistes de Guadeloupe Première qui figurent sur la liste de candidats, Harry Chalus pour ne pas le nommer. Vous dites que c'est leur droit, vous n'avez plus rien à dire. Et là, peut-être que vous faites un dérapage en évoquant la compagne de... Donc, il y a que dérapage. Vous pointez du doigt tel ou tel lien familial de journalistes. Si vous me donnez le temps, j'ai compris la question. Ça a été fait volontairement, clairement et mûrement réfléchi. Parce que moi, je suis un homme politique, je dois être transparent et tout doit se justifier. Vous me canardez quelquefois, c'est normal. Vous me critiquez, vous me posez des questions, vous m'interpellez. Normal, c'est la presse. Je n'ai jamais attaqué la presse. J'ai attaqué les pratiques de certains journalistes. Et je les ai nommés. Je nomme. Alors pourquoi ? M. Nangis a parfaitement le droit d'être sur une liste. Oui. M. Senneville a parfaitement le droit d'être sur une liste. La compagne d'un journaliste a parfaitement le droit d'être sur une liste. Et je peux citer aussi, je le dis clairement, en Canal 10, la région finance toutes les télévisions et les radios. Donc je n'ai pas de problème de rapport avec eux. Enfin, lorsque vous voyez dans des émissions faites par le directeur d'un cabinet d'un candidat, je l'ai nommé.
Et c'est pas parce que c'est une hostilité. C'est une vérité que personne ne veut dire en Guadeloupe. On me connaît depuis toujours. Est-ce que tous ces gens-là je vous ont finis. attaqué, Victorin Lurel? Non, Est-ce qu'ils vous ont diffamé, auquel cas vous n'auriez qu'à attaquer là-dessus? Mais si vous me laissez répondre, et donnez-moi une petite minute, je répondrai. On a 52 minutes, on a le temps. Mais au moins pour la fois qu'on me donne la possibilité de dire les choses en Guadeloupe, la population regarde. Je vais sur le terrain, mais monsieur, pourquoi les journaux se font comme ça? Le soir où je vais à Saint-François, pour la question des ossements du cimetière de Rivière-Claire. À Guadeloupe Première, on fait un montage. On me montre en difficulté face à M. Joël Nanquin, alors que c'est le président de région qui y allait. Et on montre le candidat M. Chalus en star à Valère Lamy, dans son rôle des sports. Qui est le responsable d'édition? M. Langis. Je vous interpelle en tant que journaliste. Quelle est la déontologie? Vous avez M. Pinspay. Je sais que les responsables d'édition ne fabriquent pas les sujets. Si vous voulez l'avis du journaliste que je suis. Très bien. Donc il était là, il ne servait à rien du tout. Non, c'est pas ce que j'ai dit, M. Lurel. Oui, non, mais il ne reste pas responsable d'édition, mais il y a quand même la validation de montage pour montrer l'équilibre. Nous avons une émission qui s'appelle Cette Actu. On invite un spécialiste, pas pris à l'extérieur de la télévision, M. Pinspay, qui fait des billets d'humeur. C'est connu, toujours connoté et anti-Lurel, on le sait. Je connais très bien M. Pinspay. Depuis longtemps, il a été le responsable de la route du Rhum pour moi. Il était déjà journaliste en 2004. Il a été le responsable de l'événement Patrick Saint-Éloi. Il a été payé. Il a été même responsable de ma campagne électorale des législatives. Donc, grosso modo, vous avez décidé de dénoncer des journalistes qui ont peut-être des casquettes doubles. Il y a plusieurs casquettes et il y a un mélange des genres. Attendez, je finis. Ça peut être gênant. Je sais que ça ne me gêne pas du tout. Lorsqu'on dit une chose sur le monde des journalistes, vous mettez tous les journalistes contre vous parce que c'est une omerta. Quand c'est les politiques, ceux d'ici vous interrogent tout simplement, M. Lurel. Mais non, je ne conteste pas ça. Mais si vous me donnez un petit temps, je comprends ça et c'est normal. Et merci de me poser ces questions parce que c'est la première fois où j'ai l'occasion de m'expliquer. Et c'est merci, je vous le dis. Mais j'irai au bout. Au bout pourquoi? Vous prenez une autre télévision. Vous prenez Canal 10, vous avez M. Xavier Cordoval. Est-ce que je peux dire ça sans hostilité à l'égard de M. Cordoval? Il est le directeur de cabinet du SIAG, le président Laurent Bernier. Il est animateur d'une émission. Vous voyez, ce n'est pas uniquement Guadeloupe Première. Alors, vous n'avez pas découvert ça pendant la campagne électorale? Depuis un moment, mais personne n'en parle. Vous prenez une émission qui doit s'appeler Débriefing à Canal 10. Vous avez qui? M. Daniel Dumurier, qui fait les discours de M. Chalus. Vous avez M. Xavier Desplan, le fils du sénateur, qui est anti-Lurel. Vous voulez me dire que c'est objectif? Et je peux prendre d'autres radios. Il y a un problème déontologique dans la presse guadeloupéenne. Et on a monté, mais je finis, on a monté vous-même, une association de journalistes, présidée par Jocelyn du Réseau. Je sais qu'il fait un travail pour commencer à dire qu'il y a des problèmes. Je peux vous dire, toutes les télévisions et les radios devraient se poser le problème du mélange des genres. Vous êtes journaliste, mais vous avez des sociétés de production. Alors, vous êtes journaliste, vous servez des politiques, vous avez des marchés de communication. Vous n'avez peut-être pas découvert toutes ces méthodes. Fallait-il le dire ou non? Voilà. Bon, c'est du courage. En campagne électorale, mais on a quand même l'impression que ça tombe. Peut-être que est-ce que vous vous sentez menacé et là, brusquement, comme beaucoup d'autres avant vous en prenez à la presse? Monsieur Marival, Daniel... Mais vous allez citer tous les journalistes de Guadeloupe. Ils sont tous contre vous. Monsieur Marival et M. Chingan ont été agressés par un candidat lors de l'inauguration de la centrale EDF. Je n'invente rien du tout. C'est pas moi qui ai agressé de journalistes. D'autres journalistes On m'a traité de Toto Coulibaly, des gens qui prétendent être journalistes. Je le cite, M. Ronald Selbonne. Qui sait tout ce qui se passe dans les rédactions, parce qu'on s'est organisé pour faire fuiter les choses, et puis c'est des choses absolument inacceptables. Au moment où on massacre 130 Français, je me fais traiter de terroriste et de djihadiste, en me collant le nom de monsieur, le patronyme de M. Coulibaly. Comment voulez-vous que j'accepte ça? Dans une campagne électorale
on dit ça parce que simplement, je ne suis peut-être pas d'accord, je ne suis pas indépendantiste, je dis qu'il faut rester dans la République, dans le droit commun et avec département, région. Comment voulez-vous que je ne puisse pas le dire et que vous vous sentiez, vous, journaliste agressé? Je ne m'en prends pas à la presse. Il faut des contre-pouvoirs. En revanche, je demande à ceux qui sont des professions exposées, avocats, journalistes, magistrats, etc., qu'il y ait une déontologie. Moi, je suis tenu à éviter des conflits d'intérêts. Je signe, en tant que président de région, en tant que ministre, j'ai signé une attestation qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts entre ce que je fais et ce que je représente. Ce n'est pas le cas. Est-ce qu'on peut dire ça en Guadeloupe sans prendre... Alors, l'émission n'était pas prévue pour durer autant de temps c'est votre question. Sur les médias. C'était juste une ou deux questions là-dessus. Bon, alors, on en vient à votre bilan. Vos adversaires, pour la plupart, critiquent essentiellement votre gouvernance. Et il y a un mot qui revient. J'ai entendu ça. Vous le connaissez certainement. On vous traite de dictateur, Victorien Lurel. Est-ce que ça a suscité chez vous une réflexion sur vous-même, sur votre méthode, sur votre façon de faire? Oui, bien entendu. Leur première réaction, ça a été celle de l'étonnement. Ceux qui le disent m'ont accompagné pendant 11 ans, quand même. M. Chalus était 43e sur ma liste. Il m'a accompagné pendant 10 ans. Et enfin, il était 43e, il ne siégeait pas à la région, il n'était pas à côté de vous. Bien sûr. Vous ne mettez pas votre nom comme ça, innocemment et impunément sur une liste, même si vous n'êtes pas élu. C'est l'une des places les plus importantes, c'est la dernière. Vous poussez la liste. Et en plus, j'allais régulièrement à Bemao à financer, cofinancer. S'il y a des tirages de motos sur la route de Welbo, c'est une route régionale. Je dois donner une autorisation à M. Chalus par route de Guadeloupe pour qu'il puisse organiser ou que les associations organisent. Pendant 11 ans, j'ai eu cet accompagnement avec 3 personnes de Bemao sur la liste, M. Rodrigo Ornano, Mme Hélène Polifante-Molia, M. Chalus lui-même. Il était dans le socle de la gauche, premier vice-président du Conseil général. On faisait partie de cette majorité-là. J'avoue une faute dans ma carrière politique, c'est celle-là. Lorsque, à partir de 2011, on n'a pas eu de résultats, on a eu des discussions à huis clos avec Gilot pour dire c'est pas être de gauche, ça. Rien ne marche. J'ai été traité de toutes sortes de noms, que je voulais être le leader de la Guadeloupe. Bon, voilà des gens qui disent aujourd'hui, qui ont travaillé avec moi, qui ont cheminé, on a souvent discuté. Lurel est un dictateur. Bon, quoi voulez-vous que je vous dise, moi? En tout cas, la seule réponse... D'autres qui sont aujourd'hui avec vous, comme Éric Jalton, pour ne pas le nommer, en 2010, disaient ça aussi. Donc, curieusement, Éric Jalton... vous me direz, il ne le dit plus. Ouais, peut-être. Bon. En tout cas, Éric Jalton est bien avec nous. Je peux vous dire que c'est un membre important et actif. Je crois 3e ou 4e sur la liste. 3e sur la liste. Tous ceux qui ont cheminé avec nous depuis 2004 sont encore là, sauf 2. Madame Gustave Duflo, on la connaît, c'est pas la peine d'en parler. Et M. Chalus, qui 15 jours avant nous disait qu'il n'est pas candidat et qu'il reste à Bemao. Alors, quelle est la meilleure preuve que si vous êtes un dictateur, vous faites fuir les gens? Vous avez tous les gens avec vous. Vous avez 23 maires avec vous. Et vous avez 32 comités de soutien. Et sur la liste, il y a presque toutes les communes de Une question, si vous nous y autorisez, de Pierre-Édouard Picard. Est-ce que c'est dans la pratique, c'est dans la façon de traiter les sujets ou les dossiers, ou alors c'est, je sais pas moi, c'est tempérament, peut-être un peu une bonne dose de jalousie dans l'affaire. M. Chalus dit ça, son premier adjoint est parti. Madame Hélène Polifante-Molia n'est pas sur sa liste. Madame Jabès, qui travaillait avec lui, est sur ma liste. Le fils de Paul Mado est sur ma liste. Quelle est la meilleure preuve de dissensus, pour parler de désunion, et de dire s'il y a un caractère avec lequel on ne peut pas travailler? En revanche, il vous faut diriger un pays. J'ai eu à le dire. Lorsque vous êtes là, eh bien, vous devez au moins montrer la direction. Et tous les anciens, les 30 qui ne sont plus là, ce n'est pas un désaveu, c'est simplement une difficulté de reconduire après 11 années de travail. Témoigne chaque soir que jamais le président Lurel n'est venu en commission présidée par des colistiers, venir dire c'est ça, c'est ça, c'est ça. Jamais. En revanche, lorsqu'on vous porte le dossier
avant de passer en commission permanente, vous faites jouer votre droit de président pour dire j'estime que là il y a trop ou là pas assez. Et donc, est-ce que tu as bien tenu compte de telle ou telle chose en droit? Vous tranchez ce qui est le rôle de tout président. Alors, je répète, un pays doit être redirigé. Alors, il y a la gouvernance, mais il y a aussi, comme critique, la politique elle-même. On vous reproche, alors évidemment, le Memorial Act, vous ne découvrez pas cette critique, et puis de ne pas avoir de ligne directrice, vous avez saupoudré un peu partout, allez, vous aidez les hôtels en difficulté, et vous distribuez de l'argent au sport, à l'agriculture, un peu partout. Oui, quelle était votre ligne? Le législateur a saupoudré les compétences, aurait trop et mal réparti les compétences. Vous avez le devoir de répondre. En revanche, vous avez raison sur un point. On a quitté nos compétences strictes, le noyau dur, le cœur de notre métier, pour faire ce que le département à l'époque ne faisait pas. Ça m'est arrivé, et ça arrive, de donner des aides sociales. Ce n'est pas notre job. De financer les hôpitaux, de financer les personnes âgées, de financer les crèches. Parce qu'il y avait là une carence manifeste. Ça m'est arrivé de m'investir pleinement dans la gestion de l'eau, alors que ce n'est pas ma compétence. Sur les déchets, sur le transport public de voyageurs. C'est une catastrophe. Oui, peut-être là, la critique peut être prise, mais au contraire, c'est un hommage rendu, si j'ose dire, à une collectivité qui n'est pas restée indifférente à la souffrance des Guadeloupéens et à leur quotidien. Au point que dans ce programme, on parle de révolution du quotidien. De dire qu'on ne peut pas aller parler d'autonomie de l'article 74, de l'indépendance de je ne sais pas quoi, et de PTOM, de sortir du territoire douanier, de changer de modèle. Mais non, oui. Quand le quotidien est aussi difficile, n'avoir pas d'eau, attendre pendant 3 heures un transport. Bref, là, on a fait le job pour certains, et je suis assez fier de ça. Alors j'y viens. L'eau, dans l'ordre, hein, l'eau, la santé, le transport et les déchets. Alors, et même la petite enfance. On équipait les crèches. D'accord. Alors, sur l'eau, ça c'est le quotidien, d'accord. Des Guadeloupéens qui n'ont pas d'eau. Il y a certaines. C'était pas notre compétence. Oui, mais enfin bon, certaines sections. Alors, ça va être de toute façon, la région va certainement s'accaparer de cette compétence. Comment vous voyez, disons, la résolution de ce problème-là? Je sais que vous êtes partisan de syndicat unique de l'eau. Comment on y va? Quels sont les freins? Et surtout, où est-ce qu'on va trouver l'argent? Alors, on y est déjà allé. Parce que j'ai dû m'emparer de cette question face à la carence d'un président du conseil départemental de l'époque. On a fait 2 réunions, je crois le 1er septembre et une autre, lorsque Veolia, Général des Eaux, cette entreprise est partie, c'est avec moi qu'ils ont traité, en disant il n'y a pas d'interlocuteur en Guadeloupe, c'est pas sérieux. Et donc on a repris un protocole et un certain dimanche, le préfet qui venait d'arriver, M. Billon, on a convoqué tout le monde, sauf la CASBT où c'était pas possible de s'entendre. C'est l'histoire. On a imposé à Jacques Gillot un projet de 22 millions, fait par Marcel Pierrot, ancienne préfète de région, sur un plan d'urgence d'alimentation en eau potable. Le département gérait le FNDAE, le Fonds national d'adduction de développement, national de développement des adductions d'eau potable. Ils n'ont rien fait. Ils géraient le FACÉ, le Fonds d'amortissement des charges d'électrification. On a dû créer un syndicat mixte. Les déchets, ça n'a pas marché. Les transports, c'est une catastrophe. Sur l'eau, 300 millions. Oui. Sur l'eau, non pas comme disait Jacques Hidot sur 20 ans, nous, on mettra au moins 300 millions avec Josette Borrell. On mettra cet argent avec l'Office de l'eau qui thésaurisait l'argent. Pour être clair, qui cachait l'argent. Ils avaient une cagnotte qu'ils cachaient. Et donc, ça, il faut le dire, on a forcé l'homme. C'est presque à la baïonnette. L'épée dans les reins qu'on a fait avancer ce président-là. Voilà. Et aujourd'hui, j'entends M. Chalus, qui était premier vice-président, n'est pas responsable. Il est tout blanc, tout neuf. Et il arrive, et je n'ai rien à me reprocher. Et je vais faire un changement, comment on appelle ça, d'avenir. Il devrait plutôt changer de regard, ce monsieur. J'ai vu dans votre programme 300 millions donc pour l'eau, mais ce ne sera pas quand même suffisant. C'est déjà une belle somme. Mais ce ne sera pas suffisant. On prend où le reste? Avant, déjà, il faut trouver les 300 millions. Au bas, maudit-on, puisque ça change, 600 millions.
600 millions. D'autres disent 1 milliard. Oui, mais ça, c'est Mme Panchard qui a pu dire ça pour se faire voir dans l'hémicycle du Conseil général, qui ne maîtrise pas les sujets avec sa mère, qui crée une catastrophe dans ma petite région de la Côte-sous-le-Vent. Il n'y avait jamais eu problème d'eau ni de facturation là-bas. Dès qu'elle touche à quelque chose, c'est une catastrophe. Une catastrophe. Et donc aujourd'hui, ce qui s'est fait à Capesterre, donc la mauvaise culture qui a été inoculée à certains, on la transporte en Basse-Terre et en Côte-sous-le-Vent. Donc catastrophe. Donc on n'a pas traité avec cette... Alors ça c'était votre petite parenthèse. Allez, je crois que les 300 millions qui restent. Je crois que les téléspectateurs ont compris la parenthèse. Mais sur ça, il y a 300 millions. Il faudra voir, après évaluation, si c'est vraiment 600 millions. Mais nous, on est prêt à le faire. Alors, peut-on le faire en 5 ans? D'autres disaient 20 ans. En tout cas, si on arrive déjà à trouver, avec le département, la région, les fonds européens, il n'y a que 60 millions, donc 30 millions sur l'eau potable et 30 en assainissement. Avec l'ONEMA, qui est l'Office national pour l'eau. Bon, donc, si on arrive à faire ça, plus les emprunts, on aura mérité notre salaire. Donc on dit, engagement pris, ce n'est pas la compétence de la région, elle n'est pas transférée dans la nouvelle loi territoriale, celle du 7 août, et bien on aura fait avancer significativement le problème. En tout cas, Josette Borrell l'Incertain accélère le mouvement. On a déjà inauguré 2 voire 3 stations de production. Il faudra aller plus loin, plus vite, et trouver les financements complémentaires. Alors, juste une question. Dans les 300 millions, ça comprend les canalisations, alors, la distribution et les nouveaux raccordements? Alors, c'est essentiellement le transport de l'eau, la canalisation, essentiellement. Puisque avant, il y a déjà les financements de stations de production. Alors, on a commencé et on a déjà créé le mouvement, on a déjà créé la structure qui va remplacer le SIAG. Ça s'appellera Eau de Guadeloupe. On a confié au préfet de région un travail de coordination. Il faut les en remercier. C'est remarquable ce qui se fait. Où sera la difficulté? C'est après avoir fait un syndicat unique de production, ce qui est relativement facile, il faudra passer à la délégation de la distribution. Le transfert de la distribution, qui est aujourd'hui compétence des agglos, des communautés d'agglomération, il faut voir s'ils vont déléguer ce pouvoir à la structure unique Eau de Guadeloupe. Tout le combat sera ça. On devrait être opérationnel, c'est ça en tout cas la date butoir, au 1er janvier. On a envoyé un peu partout les statuts. Moi, j'ai déjà délibéré à la région. Quand je dis moi, la région Guadeloupe a délibéré pour être membre de ce syndicat. Je rappelle que le SIAC n'aurait jamais été, si j'ose dire, redressé si la région, le département n'avait pas été là. Si la région Guadeloupe n'avait pas garanti les emprunts. Si on n'était pas entré en tant que membre pour en faire un syndicat mixte, ouvert. Et bien voilà ce qui a été fait. C'est en marche. Restera la petite période entre aujourd'hui et janvier. Est-ce que les agglos vont bien délibérer pour transférer en partie et graduellement? Je vais réussir à vous interrompre, M. Lirel, pour le dernier sujet de cette émission. On va parler des sargasses. Un sujet que vous connaissez bien. Oui. Madame Nathalie Kosciusko-Morizet, qui est numéro 2 du parti Les Républicains, numéro 2 national, était en Guadeloupe. Malheureusement, le vendredi 13, elle était évidemment en campagne aux côtés de M. Bernier. Elle était sur notre plateau, elle s'est exprimée sur ce sujet. Elle vous fait d'abord une critique et ensuite une proposition. Comme ministre de l'écologie, je m'étais occupée des algues vertes en Bretagne. Ça n'a rien à voir. Les algues vertes en Bretagne... J'allais vous le dire. Oui, les algues vertes en Bretagne, c'était lié à tout ce qui était produits chimiques dans l'environnement. Là, c'est probablement lié au changement climatique. Mais ça a un point commun. C'est une dévastation en termes environnementaux et économiques. Donc l'origine n'est pas la même, mais je sais ce que c'est comme dévastation environnementale et économique. Alors ça, c'est une manière de dire je suis en faveur de la déclaration de catastrophe naturelle. Ah mais je ne sais pas une manière de dire, je le dis clairement. Je l'ai dit au mois de juillet quand je suis allée en Martinique, je le redis. Moi, je pense qu'il faut 3 choses. Il faut d'abord plus d'aide pour les communes, parce qu'on a parfois des petites communes qui ne peuvent pas faire face au coût simplement d'urgence d'enlèvement des algues. Et quand j'ai protesté de ça au mois de juillet, le gouvernement a fini par bouger, il a fait une petite rallonge. À mon avis, c'est pas assez, mais il y a eu un petit peu plus. Il faut l'état de catastrophe naturelle. C'est pas normal qu'il n'y ait pas l'état de catastrophe naturelle. Et puis il y a une troisième chose qu'il faut, dont on parle trop peu, et qui serait vraiment simple, c'est de mettre les sargasses dans le décret
du mois de juin 2015. C'est un décret tout récent qui fait la liste des calamités liées au changement climatique et qui donne droit à certaines indemnisations. Je ne comprends pas pourquoi les sargasses ne sont pas dans ce décret. Alors, on pouvait penser au début que c'était un oubli. On pouvait penser que c'était un oubli. Donc en juillet, j'ai demandé à ce que ce soit fait, mais là, on est en novembre et le décret n'a toujours pas été modifié. On est à un mois de la COP21 à Paris, la conférence sur la lutte contre le changement climatique. Il faut absolument que les sargasses soient dans ce décret. Est-ce que vous entendez cette proposition? Les personnes de passage comme ça qui ne connaissent pas le pays, comme Jean-Christophe Lagarde qui est passé, qui a dit des choses, qui m'a présenté des excuses au Congrès de Versailles. Elle a été ministre de l'écologie, madame. J'ai été ministre aussi. J'ai été ministre. Donc, et elle s'intéresse depuis un certain temps à ce sujet. Bon, j'ai été ministre. Un décret peut changer une loi. C'est ce qu'elle dit là. Non. Un décret peut-il changer une loi, monsieur Ika? Non, mais c'est pas à moi qu'il faut répondre. Non, mais vous me dites qu'est-ce que je pense de la proposition. C'est pas sérieux. Deuxièmement, la ministre, madame Georges Paulangevin, est venue ici. Vous l'avez tous entendu quand même. On aurait pu passer ça. Elle dit, ce n'est pas vrai qu'on a donné 140 millions à la filière algues vertes de Bretagne, qu'on a déclaré catastrophe naturelle. Ce n'est pas vrai, c'est un mensonge. Nous sommes en politique. Bien sûr, on peut dire que c'est à la faveur d'une campagne électorale. La région Guadeloupe a déjà dépensé plus de 2 millions et continue. A une équipe permanente sur la Riviera, a donné 50 000 euros à Terre de Bas, 50 à Terre de Haut, 50 à la Désirade et 50 à la communauté de communes. On fait ça. On finance les innovations sur l'affaire et on a recruté à Verte Vallée et dans l'opération Guadeloupe en Nouvelle une opération importante. On a commandé ça. Alors, bien entendu, les États-Unis ne l'ont pas réglé, la Caraïbe ne l'a pas réglé. J'ai connu le problème du Mexique. En Saint-Domingue, il y a, c'est vrai, beaucoup de personnes sur les plages. Le préfet a fait un travail qu'il faut saluer. On a confié aux agglos le soin de recruter. L'État paye plus de 100%, 110%. On n'a rien à payer. Alors, c'est vrai. Il y a une difficulté, c'est toutes les procédures. Il faut avoir un an, la NPE, tout ça. D'accord, on a réglé tout ça. Aujourd'hui, la chose est bien là. Je viens de déjeuner avec Marlène Bourgeois-Miraculeux, maire de Capesterre de Marie-Galante, qui reconnaît que les choses bougent. Il y avait un gros ça problème prendra du temps, bien sûr. Qui réclamait gros problème à Capesterre. Alors, la question, justement, la question est la suivante. Faut-il une déclaration de catastrophe naturelle? La législation aujourd'hui ne le permet pas. J'ai pas inventé les textes. La législation. Alors, Madame Paulangevin a dit en venant ici qu'il y avait une consultation avec les assureurs en particulier pour pouvoir faire évoluer le texte. Ben voilà. Donc ça veut dire qu'il faut prendre le temps de changer une législation. Elle dit un décret va changer la loi. C'est pas parce qu'elle a été ministre de l'écologie qu'on peut raconter ça. C'est vrai qu'on peut tout dire lorsqu'on est en campagne électorale, mais vous êtes là pour décoder et décrypter, expliquer à la population, c'est pas possible. Il y a même des articles qui s'appellent désintox, parce que c'est de l'intoxication. Alors, donc, alors on a compris que ce soir, l'État a mis de l'argent. De l'intoxication comme les sargasses. L'État a mis de l'argent. C'est vrai que ça prend du temps. Que va-t-on faire? Elle a raison sur une chose. C'est le résultat du réchauffement climatique. C'est une évidence. Comment le faire? Le trait de côte, c'est-à-dire le littoral qui change, on le voit. Les brumes de sable du Sahara, on le voit. Les petites îles qui commencent à être submergées, c'est le cas de l'île d'Aves qui a des problèmes. Comment le faire? Eh bien, il y a la COP 21 à partir du 30 novembre jusqu'au 13 décembre à Paris. Le président de la République m'a demandé de venir à l'Élysée parler au nom des Outre-mer. On l'a fait. Il y a une résolution qui va être votée aujourd'hui ou demain à l'Assemblée. M. Chalus a refusé de la signer, cette résolution. Il faut qu'on le sache, ça. Bon, on dira que c'est éloigné. Mais oui, il faut que la recherche nous aide. Sur les sargasses, il y a M. Albert Elatré, le président du CIMEC, qui fait une proposition intéressante et qui met de l'argent dedans, qui crée une SEM sur l'énergie. On va faire dans la méthanisation pour transformer ça en biogaz ou même en énergie, donc en courant électrique, disons ça comme ça. Bon, en production d'électricité. Ça prendra le temps. Moi, je dis à la Guadeloupe d'être vigilant dessus et positif. Alors, monsieur le censeur des journalistes,
Je ne suis pas censeur des journalistes, je suis censeur des pratiques déontologiques de certains journalistes. Merci, mais on fait... Non, il faut dire les choses. J'ai nommé, j'ai pris mes responsabilités. Ne revenez pas sur le sujet, c'est vous qui revenez. C'était une petite boutade, M. Borrell. Non, mais attendez, si c'est diffamatoire, il y a des tribunaux dans un état de droit. Je poursuivrai, si j'ose dire, avec... vous y tenez à ce sujet. Non, je tiens à ce boutade, que... Non, parce que c'est vous qui revenez. Vous dites, je suis le censeur des journalistes. C'est grave. Je dis que je demande aux journalistes d'être aussi transparents que les politiques. Point. De ne pas être militant politique tout en servant la vérité. Est-ce que je peux dire ça? Vous avez le droit de le dire. Oui. Est-ce que c'est le dernier combat de Victorin Lurel? Et en même temps, est-ce que ça ne risque pas d'être celui de trop? Alors, c'est ce que l'adversaire prétend, que conduire pour la 3e fois une liste, après 9 ans d'exercice effectif du pouvoir, Josette Borrell... C'est la faute de personne si vous êtes parti exercer une parenthèse au ministère. Une parenthèse ministérielle, comme un journaliste l'a appelé. J'ai fait 9 ans de présidence, 2 ans Josette Borrell, 11 ans. Certains sont là depuis 14 ans, 15 ans. Guadeloupe est resté 30 ans au pouvoir, au Conseil général. Bon, très bien. Le peuple jugera. Après cette décennie de 2004 à 2014, bon, j'estime qu'il y a encore de belles choses à faire ensemble en Guadeloupe. J'ai présenté ce programme-là pour que nous poursuivions, mais dans le respect des équilibres budgétaires et fiscaux. Je n'augmente pas les impôts, je n'augmente pas plus qu'il n'en faut l'endettement. Je fais des choses budgétairement soutenables. Je ne fais pas un calendrier ou une liste à la Prévert pour dire je ferai 2000 choses. Je mets là à peu près 200 et quelques, 260 même, de dire on le fait parce que c'est nécessaire, parce qu'on peut le financer. La preuve, la question sur l'eau, ce n'était pas l'affaire de la région. Peut-on laisser Josette Borrell l'incertain, les agglos seuls? On le fera, si j'ose dire, en coalition, disons ça comme ça, ensemble. Voilà. Alors, est-ce que c'est l'élection de trop? Je ne préjuge pas de la confiance des électeurs. Je ne dirai jamais que c'est joué d'avance. Aucune élection n'est gagnée d'avance. Aucune n'est perdue d'avance. Moi, je sens sur le terrain l'accueil qui m'est fait. Je le vois, je le sens. Au-delà de ce qui est dit, vous êtes président de région. Concluez rapidement. J'ai été ministre. Ce n'est pas simple d'avoir le don d'ubiquité, d'être partout en même temps à la fois. Donc pourtant, je tente de le faire. Je crois avoir une énergie jusqu'ici presque inépuisable. Parfois, on me voit fatigué, mais j'aime ce que je fais. J'aime mon petit pays. Et je dis, j'ai encore des idées à défendre. J'ai encore des actions à engager. On a l'ardeur nécessaire pour le faire. C'est ce que je tente de faire. Merci. En cherchant à convaincre la population de la qualité d'une nouvelle candidature. Merci Victorin Lurel. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, Pierre-Édouard Picard. On se retrouve pour de nouvelles aventures vendredi prochain.